Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un point lecture, le point lecture du mois de juillet, et j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de vous présenter mes lectures et de vous prendre spontanément quand je termine un livre ou que j'ai terminé un livre il y a peu de temps, pour du coup que vous ayez mon avis à chaud, que je me souvienne de tous les éléments, car c'est souvent que j'oublie vu que je lis beaucoup de livres, et j'avoue que quand c'est pas un livre qui m'a passionné, pour lequel j'ai pas trop accroché, j'oublie beaucoup de détails, je sais pas du coup vous donner mon avis concrètement, et je me dis qu'à chaud ça serait peut-être mieux, donc on va faire comme les book hauls, les book mails. Je vais vous prendre au fur et à mesure du mois en cours pour vous donner mon avis des livres que j'ai terminés. Je prends mon petit téléphone car le premier livre que j'ai terminé, je ne l'ai pas en version papier, je l'ai lu en audio sur Spotify. Il s'agit de La Symphonie des monstres de Marc Levy que j'ai écouté dans le cadre du book club qui avait pour thématique La musique est bonne bonne bonne. Ce titre rentrait dans la catégorie grâce au mot symphonie dans le titre. Il faut savoir que je n'ai jamais lu de Marc Levy, c'était mon tout premier Marc Levy. J'ai déjà découvert Musso et beaucoup disent que quand on aime ou qu'on adhère à Musso, on a du mal avec Marc Levy, c'est mon cas du coup. Dans La Symphonie des monstres, on va suivre le petit Valentin qui n'a jamais parlé de sa vie, il a 7 ou 8 ans, je sais plus exactement. Il n'a jamais parlé, dit un mot. Pour se faire comprendre, il écrit à travers un cahier, une craie au tableau, peu importe, il essaye de se faire comprendre car il comprend les gens et il a envie de s'exprimer. Jusqu'au jour où un raid va être réalisé dans son école, la Russie va faire une descente et enlever un maximum d'enfants qu'ils vont dire plus ou moins orphelins, abandonnés, sans famille. Ils présentent ça en mode on va leur offrir une meilleure vie et tout, sauf que Valentin a une mère et une sœur, sa sœur qui est arrivée en retard pour aller le chercher à l'école, qui se sent très coupable, une mère qui est interne ou infirmière, je ne sais pas trop, j'ai pas trop compris, qui tient beaucoup à ses enfants, qui s'inquiète beaucoup du coup pour Valentin, qui a été emmené car Valentin est un petit enfant ukrainien et c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est un livre qui est sorti en 2021 et le petit Valentin va se faire embarquer dans un camp, dans un espèce d'orphelinat pour enfants ukrainiens où il va être endoctriné pour penser comme un petit russe, un bon petit pro-russe. En gros, ils vont lui faire un lavage de cerveau et lui dire que tout ce qu'il a connu avant c'était des mensonges, c'est pas la réalité et tout. Il faut croire à la propagande de la Russie, à Poutine, c'est lui le meilleur, c'est lui le best, forever. Voilà, vous aurez compris, c'est les extrêmes, c'est comme ce qu'a fait Hitler avec certains enfants juifs où il les a endoctrinés, c'est exactement la même, mais cette fois-ci côté Russie. Je n'ai pas pu m'attacher au personnage, même si Valentin m'a touché à certains moments. La mère m'a insupportée, la sœur qui part chercher son petit frère et qui réussit comme ça, qui ne se fait pas prendre par l'ennemi, tout lui réussit, tout est simple en gros. Sachez que j'écoute mes livres entre vitesse 2, 2.4, là j'étais quand même à 2.6, 2.8. J'ai subi la lecture et pourtant il faisait pas beaucoup d'heures d'écoute, mais vraiment fallait que ça accélère, fallait que ça se passe vite. Vraiment j'avais pas d'émotion, pas de sentiment. Peut-être que je suis une sans cœur, mais ce livre ne m'a pas touchée et je ne lirai plus de Marc Levy hors cadre book club. J'ai également terminé ce mois-ci Le Code de Elisabeth A. Siebert, publié chez Hachette. Au début je trouvais ce livre un peu beaucoup cliché avec le code des bros, genre on suit Nick qui est meilleur ami avec Carter et Austin, sauf que Nick a un petit penchant pour la sœur de Carter qui s'appelle Elisa. Elisa qui est partie pendant un an à l'étranger, qui revient, qui sort de la puberté, qui a presque atteint la majorité, qui a des formes, qui s'affirme, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas aussi. Et on a Nick qui est en mode non mais on touche pas aux sœurs des meilleurs potes, on sort pas avec les ex des meilleurs potes, enfin vraiment le cliché du code des bros, chose que je connaissais même pas, je sais même pas si ça existe en vrai, si c'est inventé ou quoi, mais genre ça m'a saoulé comment ils parlent des filles, des femmes, même comment ils se parlent entre eux, vraiment ça m'a agacé au début. Puis petit à petit Nick comprend que ce code des bros c'est un peu too much, c'est pas la réalité des choses. Il va finir par s'attacher à Elisa, mais à quel prix? Va-t-il perdre son meilleur ami, son affinité, tous les délires qu'ils ont ensemble? Est-ce que cela va être brisé s'il affirme son amour ou pas pour Elisa? Il faut lire pour savoir, mais vraiment le début j'ai un peu subi, et puis passer le passage où Nick est en mode non c'est que les bros et où il commence à s'intégrer à Elisa, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus rythmé. J'ai beaucoup aimé la relation, l'évolution, les tournures que ça prend. Attention, ça parle d'abus sexuels aussi, c'est pas dit dans les trigger warnings, c'est pas explicite mais c'est sous-entendu où on en
parle et du coup faites attention à vous. J'ai bien aimé cette lecture, ça se dévore. Je reviens en extérieur avec mon petit micro, donc j'espère que vous écoutez bien. Je voulais changer un petit peu du cadre de la maison devant mes bibliothèques pour vous parler de Comme dans les livres de Alex Light, publié du coup chez Hachette dans leur version livre de poche jeunesse. Je l'ai terminé, j'ai adoré, c'est tellement prévisible. On va suivre Becca qui est amoureuse de l'amour dans les livres, qui vit ses histoires d'amour à travers les romances. Et on a Brett qui est joueur de foot et qui est un peu dans le cliché où il attire toutes les filles, mais lui n'est pas attiré par les filles, il a envie qu'on lui foute la paix. Becca va être dans une mauvaise situation avec son ancienne meilleure amie et du coup Brett va l'embrasser comme ça sur un coup de tête alors qu'ils ne se sont jamais parlé et va naître entre eux une fausse relation, un fake dating. Becca pour prouver à sa mère et à son ancienne meilleure amie qu'elle peut vivre sa propre histoire d'amour et Brett pour que tout le monde lui foute la paix, notamment son père qui lui dit de profiter de sa jeunesse et de ne pas penser qu'au foot. C'est très prévisible, c'est très cliché, j'ai adoré, c'est mignonné à souhait. On le sait, l'histoire d'amour va se développer petit à petit, va devenir réelle. Ça parle de divorce, d'acceptation, de deuil un petit peu de ce cocon familial cliché, de tromperie. Vraiment, j'adore, je suis fan, j'ai adoré. Je lui ai mis un bon petit 18/20 sur Livre Addict. Je vous le recommande si vous voulez une petite romance légère, toute douce pour cet été. On va garder ce petit spot que je valide vraiment et je reviens pour vous dire que j'ai terminé une saga de mon auteur chouchou. J'ai terminé le 4e tome, le Requiem des souvenirs de Victor Dixon, publié chez la collection R. C'était le dernier tome de la saga Vampiria. Et pourquoi quitter cet univers? Pourquoi arrêter? Surtout avec cette fin ouverte. Ce livre est rythmé avec aussi des moments de lenteur qui permettent de nous poser, de respirer, d'assimiler tous les éléments et le côté rythmé qui nous permet de se dire non, vas-y, je ne pose pas le livre, j'ai encore envie de continuer, j'ai encore envie d'en savoir plus. Fin ouverte que j'adhère pas forcément. Moi j'étais prête à perdre certaines personnes, mais apparemment pas Victor Dixon, il voulait pas briser notre petit cœur. Fin ouverte avec encore beaucoup de questions, vous savez je déteste les fins ouvertes. Moi quand il y a encore trop de questions sans réponse ou la possibilité d'écrire autre chose, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir ce que vont devenir nos protagonistes, même si ok c'est une fin ouverte assez cool, ça laisse cours à l'imagination. Donc voilà, j'ai terminé cette saga de Vampiria. Mais je me dis que je vais pas quitter Victor Dixon puisque le second d'Agence Perdido arrive très prochainement. Du coup, je vais continuer de découvrir les écrits de mon auteur favori. Bref, lisez cette saga Vampiria. La première saga, c'est rythmé à la cour de Louis XIV avec des bals, on part sur les mers, on part aux Amériques. La seconde saga, c'est Vampiria America, on est aux Amériques, c'est un peu plus rythmé à la Casa de Papel ou si Desperado vont prendre d'assaut un hôtel et c'est vraiment rythmé au niveau des heures pour quitter le lieu et tout. Enfin vraiment j'ai adoré cette saga au complet. Tous les univers, tous les personnages, même s'il y en a un qui m'a exaspéré tout du long, mais bon, c'était son rôle. On est le 15 juillet et hier, 14 juillet, j'ai terminé en audio le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Young Ye Gong Wang, publié chez la collection R. En l'achetant, je savais pas trop si j'allais aimer, mais la thématique du deuil, le fait d'exprimer ses malheurs à des gobelins pour avoir une entrée dans un magasin le jour de la moisson, donc le premier jour des pluies, pour pouvoir choisir une perle qui va soit apporter richesse, bonheur, études, m'intriguait beaucoup, m'intéressait, mais c'était sans compter les lenteurs de ce livre. Je l'ai lu en lecture commune avec Manon qui elle a survolé la fin du livre. Moi j'ai persisté, je voulais vraiment le terminer même si elle m'a dit d'abandonner et c'est pas faux parce que vraiment j'ai subi ma lecture du début à la fin. Le résumé, ouais, comme je vous dis, m'a beaucoup intriguée. La fin, j'ai bien aimé ce happy end en mode on a besoin d'amis pour réussir dans la vie ou en tout cas avoir une meilleure vie. J'ai bien aimé, mais qu'est-ce que c'était lent au milieu. J'ai commencé ce livre en papier à le lire et c'était tellement long et j'étais prête à abandonner. Et quand j'ai vu qu'il était sur Spotify en audio, j'étais en mode on va l'écouter sur Spotify en audio. Accrochez-vous, asseyez-vous bien. Je l'ai écouté en vitesse 3. Oui, vous avez bien entendu. Déjà que d'habitude j'écoute en vitesse 2.4, 2.5, là je l'ai écouté en vitesse 3 et j'étais en mode mais je peux pas écouter moins parce qu'il y avait des blancs entre chaque phrase et moi je ne voulais pas de blancs entre chaque phrase. Et vraiment j'ai tout compris, ça s'écoutait comme ça tout seul. Je crois qu'il me restait 4 heures d'écoute donc j'ai dû écouter ça en 1h30 de temps. Mais heureusement parce que je l'aurais continué en papier, je l'aurais vraiment abandonné ou j'aurais pu tomber en panne de lecture que là en audio vitesse 3 c'est passé comme une lettre à la poste. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas un livre que forcément je recommande. Je suis déjà pas trop fan de l'univers un peu Ghibli je crois avec Totoro et
et tous ces univers là. Je suis pas fan aussi des lenteurs dans les livres, je ne suis pas très livre contemplative et c'est un peu ce qui se passe là-dedans. C'est un mélange de ces trois choses et c'est pas du tout pour moi. Peut-être que vous pouvez aimer, mais moi j'ai mis la note de 10 sur 20 sur Livre Addict. Sachez que je mets très rarement en dessous de 13, 14. Donc un 10 c'est vraiment genre j'ai lu mais j'ai lu pour lire quoi. J'ai terminé 24 secondes de nous de Jenson Reynolds, publié chez Milan dans le cadre de mon partenariat avec le book club Page Turner, et je sais pas trop quoi en penser. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on part en sens inverse, donc en décroissant, si je dis pas de bêtises, j'ai vraiment du mal avec le croissant et le décroissant, mais en gros on commence vraiment à 24 secondes, ensuite 24 minutes avant, 24 heures, 24 jours, 24 semaines, 24 mois, etc. jusqu'à revenir au moment fatidique. Du coup on suit Néon et Aria qui sont ensemble depuis 2 ans et ça y est, ils se sentent prêts tous les deux à franchir une étape en plus dans leur relation, à faire leurs petites affaires, mais les deux sont très stressés et nerveux, et en fait ça raconte cette histoire, mais pour moi ça manquait le côté sentiment, émotion que peut ressentir ces jeunes adolescents pour leur première fois. Ils ont 17 ans tous les deux, pas la majorité encore, et le livre aborde trop la thématique genre adolescent, les amis de Néon, leur caractère, leur tempérament, ce qu'ils font avec les amis, mais pas vraiment sur l'histoire entre les deux protagonistes en eux-mêmes. J'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti à moi, ça se lit tout seul, ça se dévore, c'est une bonne lecture mais sans grande conviction. Voilà, il y a des points positifs et il y a des points négatifs, donc un avis assez mitigé. Découvrez vraiment, c'est vraiment chouette comme je disais, le fait de commencer presque à l'instant T de l'acte et de repartir en sens inverse pour en apprendre un peu plus sur les deux. Et en fait la fin du livre, j'ai compris certains éléments qui étaient au début, mais c'était pas non plus transcendant. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, parce que je ne sais pas comment le formuler autrement. En tout cas, il est sorti de ma pile à lire, 180 pages de lu en plus ce mois-ci. J'ai terminé Jamais 203 de Quentin Jarnot, publié chez Nox, c'est un label de Albin Michel, et quelle claque! Je l'ai lu en lecture commune avec Audrey, elle avait pris de l'avance sur moi, elle m'avait mis sur Instagram des petits messages cachés pour me dire chapitre temps à lire, voilà, pour pas me spoil, à lire quand je serai dans ce chapitre, et vraiment j'ai dévoré ce roman. J'avais lu 30%, ensuite j'ai lu jusqu'à 70% en une journée de repos, et les 30 derniers pourcents je les ai lus au travail, oui pendant ma pause et pendant les temps morts, et j'ai dévoré cette histoire. On va suivre Stella qui a des rêves prémonitoires, qui avait prédit la mort de sa mère avec laquelle elle avait pas mal de difficultés. C'était une mère toxique qui dénigrait Stella, qui lui disait que pour être la meilleure fallait avoir les meilleures notes, qui la rabaissait, qui lui donnait pas confiance en elle. Stella était devenue incapable d'appeler au téléphone quelqu'un d'autre, de parler à quelqu'un, de répondre en classe, d'aller faire ses courses ou de récupérer un colis, que sais-je, incapable de se débrouiller toute seule, jusqu'au jour où elle va rencontrer Cole, un garçon très lumineux qui profite de chaque instant de la vie. C'est les opposés, ils vont s'attirer, ils vont devenir amis. Au décès de la mère de Stella, Cole va la récupérer sous son aile, va lui proposer de faire de la colocation avec lui, mais c'était sans compter sur le décès du père de Cole que Stella avait également prédit mais qu'elle avait caché à Cole. Ils vont finir par vivre ensemble jusqu'au jour où Stella va rêver de sa propre mort. Dans 203 jours, le 2 novembre, le jour des morts, elle va mourir elle aussi le jour des morts, mais c'est aussi le jour de son anniversaire, de son 23e anniversaire, et du coup Stella prend une claque, elle ne sait pas comment rebondir, elle n'en parle pas dans un premier temps à Cole, et petit à petit celui-ci va s'inquiéter, va se poser des questions, et elle va finir par cracher le morceau, et Cole prend l'initiative de faire écrire à Stella une bucket list pour profiter des derniers jours de sa vie, de faire 10 choses qu'elle a envie réellement d'apprendre à vivre. Cole du coup va réaliser cette bucket list avec elle, il va essayer de lui redonner confiance en elle, qu'elle soit un peu plus autonome, qu'elle se débrouille, qu'elle soit plus sûre dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, qu'elle soit fière d'elle en fait. Et vraiment c'était un livre où j'ai explosé de rire à certains moments, je parlais à haute voix, je m'agaçais à haute voix, je rigolais à haute voix, je faisais des commentaires à haute voix, mais un livre aussi qui m'a foutu les frissons, les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré parce que j'étais au boulot, mais c'était pas très loin du tout, genre il y aurait pas eu le contexte du travail, j'aurais chialé, voilà, concrètement, je vous le dis. C'était une chouette lecture, avec un compte à rebours tellement prenant, des protagonistes tellement attachants, tellement solaires, à l'opposé mais qui se soutiennent, qui s'entraident, qui s'écoutent, et cette fin, je me suis sentie bernée, je me suis sentie trahie, poignardée, voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part foncez découvrir Jamais 203, c'est une excellente découverte, c'est un coup de cœur pour moi. J'ai terminé Écrit notre histoire de Tilly Cole, le 3e livre que je lis de cette autrice, le 3e livre qui me fait
pleurer, qui me fait me remettre en question, qui me brise le cœur à chaque fois. Mais vraiment, vraiment. On suit June, du coup, qui est atteinte de leucémie. Ça fait plus d'1 an qu'elle se bat, qu'elle a essayé la chimiothérapie, l'immunothérapie, la radiothérapie, les traitements médicamenteux. Tout. Elle a eu tous les effets secondaires, elle s'est battue corps et âme, elle a passé plein d'examens. Elle ne remonte pas la pente et sa seule solution, c'est d'aller dans un ranch pour un essai clinique où c'est sa dernière chance. Sinon, elle passe en soins palliatifs. Cet essai clinique n'a jamais été testé sur les humains, seulement sur les animaux. Ça va être très dur, très prenant physiquement et émotionnellement. Il va avoir beaucoup d'effets secondaires. Son moral va en prendre un coup, son corps va en prendre un coup. Elle va avoir des doses de chimiothérapie, d'immunothérapie inimaginables. Mais dès qu'elle va arriver au ranch, elle va rencontrer Jess, qui lui aussi est atteint de leucémie, mais qui essaye de positiver les choses, de profiter à fond de sa vie. Il l'a appris il y a quelques mois, il y a 4 ou 6 mois, qu'il était atteint de cette maladie au cours d'un match de foot où son corps a dit stop, où son corps l'a lâché. Jess et June vont être entourés de 6 autres personnes, 4 autres un petit peu secondaires qu'on voit pas trop, mais surtout de Emma qui va devenir sa meilleure amie et Chris qui va devenir le meilleur ami de Jess. C'est une histoire avec tellement de tolérance, de bienveillance, de réconfort, mais aussi de bataille, de détermination, d'empathie, de vouloir profiter à fond de la vie. C'est un livre qui prend aux tripes, qui poignarde, qui retourne, qui montre qu'il faut profiter de chaque instant de la vie, que ça peut nous tomber dessus à tout moment. C'est dur d'en parler parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est atteint de la leucémie et du coup je me suis vraiment représentée cette personne dans ce livre, pas pour les mêmes raisons mais du coup la fin, genre en mode j'ai vraiment transvasé, je me suis dit c'est la personne de mon entourage qui est là et vraiment ça m'a touchée, poignardée. Là faut que je trouve un sens à ma vie. Vraiment, à chaque fois Letty d'école, c'est la même chose. Je suis en mode non mais là je peux pas commencer d'autres livres pour l'instant. Faut que je trouve un sens à ma vie. Je suis même pas sûre d'écouter mon livre audio, dites-vous. En tout cas, découvrez La Plume de Letty Cole. Très très belle découverte en avant-première, je vous le recommande chaudement, fortement. Pépite, un coup de cœur pour moi ce roman. On est le mardi 29 juillet, ce week-end au boulot, oui, pendant mes heures de pause ou mes temps morts, j'ai terminé 2 petits romans graphiques. J'ai pas eu le temps de vous en parler dans la foulée parce que après le boulot je suis fatiguée, hier on a eu du monde, mais j'ai terminé Dame of the Forest de Da Wong, publié du coup chez Yam Yam aux éditions Milan. C'est un roman graphique dans lequel on va suivre Dame qui est à l'école maternelle, primaire. La maîtresse propose aux enfants d'emmener une plante et dès que Dame va porter de l'attention à ces plantes, s'occuper des plantes, aussi bien la sienne que des autres élèves, elles vont pousser de manière significative, grandir, être de plus en plus jolies, jusqu'à envahir toute la classe, devant mettre les fleurs dehors. Dame va continuer de s'en occuper, elles vont grimper. Il va devenir le soigneur des plantes, jusqu'au jour où ce don assez particulier va se transvaser aux humains. Dès qu'il va soigner un humain, celui-ci va prendre quelques années de vie, et à chaque fois qu'il va le soigner, va rajouter des années de vie jusqu'à entraîner le décès d'une personne. Du coup, Dame prend peur, il va s'isoler dans la forêt et c'est tout ce cheminement qu'on va suivre. J'ai pas trop compris la fin, après c'est un premier tome donc on va voir. Dame finalement lui ne grandit pas, il vit plusieurs années et il voit sa ville mourir à petit feu, petit à petit. Et je sais pas où ça va nous mener, j'ai hâte de voir. Ça se lit tout seul, ça fait plus de 300 pages, 310 pages, ça se lit tout seul. Les dessins sont vraiment mignons, il y a peu de dialogue comme vous pouvez le voir. Donc ça se dévore, ça se lit à un rythme très rapide. C'était une belle découverte, hâte de voir où va nous mener la suite. Et le second roman illustré est La Passeuse de mots, dessiné, illustré, scénarisé par Carbone Michela Cassiator et écrit à la base par Alric et Jennifer Twice, publié du coup chez Hachette. Le premier tome correspond au premier roman. On va suivre Aria qui vit dans un château, qui est un peu une domestique qui aide sa mère du coup à réaliser les petites douceurs, les petits desserts du royaume. Et là c'est un événement grandiose, il faut voir grand, il faut prévoir grand. Aria y participe, va servir son roi, sa reine, ses princes, sauf un qui est son meilleur ami, c'est le plus jeune des princes, celui-là qui n'a pas forcément de
pouvoir de don et qui est un peu exclu de cette famille, qui est le paria. Il est mis à l'écart H24. Arya, elle l'aime beaucoup, elle tient beaucoup à lui. Le jour de cet événement, l'ennemi va arriver et décimer tout le royaume. Elle est persuadée que le plus jeune des princes a pris la fuite et que les autres princes également. Elle va partir à la recherche, mais dès qu'elle va vouloir sortir du château, elle va croiser une femme assez étrange qui va lui dire que c'est la nouvelle passeuse de mots et qu'elle va devoir aller à la conquête de ces mots. Elle ne peut pas lui léguer, il faut que ce soit Arya qui aille à la rencontre des mots et s'imprègne de ces mots. Du coup, Arya part pour cette quête des mots et en même temps la recherche des princes du royaume. J'avais écouté le livre en e-book parce que le papier était beaucoup trop long pour moi, beaucoup trop lent, l'e-book également, et le roman graphique permet d'accélérer les choses, de mettre que l'essentiel et ça aide beaucoup. J'ai envie de découvrir la suite, donc peut-être que je lirai le deuxième graphique puis peut-être le deuxième roman, à voir si ça manque d'éléments. Car là mon avantage c'est que j'avais lu le roman avant, je comprenais tous les sens, les sous-entendus, tout ce qui s'était passé entre la découverte de chaque mot. Un chapitre correspond à un mot découvert par Arya, mais je pense qu'en sens inverse ça sera plus compliqué, c'est-à-dire découvrir d'abord le roman graphique puis lire après. J'aurai pas tous les liens, j'aurai pas toutes les infos, je pense que ça va me manquer et c'est peut-être ça qui va me faire continuer la saga, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quand vous le lirez parce que là pour l'instant il n'est pas encore sorti, il sort en fin d'année, fin septembre, début octobre, je sais plus exactement. Si quand vous le découvrez, si vous n'avez pas lu la saga de base en papier, si vous comprenez tout ou pas, parce que je suis curieuse de voir et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas lu la saga, il va manquer des éléments, il va manquer des choses. Donc hâte d'avoir vos retours également sur ce petit roman graphique. En tout cas, bonne découverte, mais comme je disais, tout était prévisible pour moi, je savais tout, je comprenais tout grâce à ma lecture du papier. On se retrouve pour parler du dernier livre que j'ai lu au mois de juillet et il s'agit de Twin Crowns, le premier tome, écrit par Catherine Doyle et Catherine Weber, publié chez Bayard. Je l'ai écouté en audio, je l'ai dévoré. On suit deux sœurs qui ont été séparées à la naissance. La princesse Rose qui vit au château ne sait pas qu'elle a une sœur jumelle. Elle pense que sa mère a été tuée par des sorcières, son père également lors de sa naissance. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'il y a Vren, sa sœur jumelle, qui vit elle avec les sorcières puisqu'elle est une sorcière. Elle sait qu'elle a une sœur qui s'appelle Rose, qu'elle vit au château et qu'elle déteste les sorcières. Vren, avec l'aide de son meilleur ami mais aussi des sorcières, vont enlever Rose pour que celle-ci puisse connaître ses origines et Vren va prendre la place de Rose pour remporter le trône, mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est bien rythmé, c'est prenant, c'est addictif, mais j'ai pas eu un coup de cœur, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était bien, mais sans plus. À voir avec le second tome ce que ça va donner, mais en fait il y a eu tellement d'échos positifs en mode j'ai adoré, c'est trop bien, faut lire, que du coup je pense que j'avais mis la barre tellement haute que finalement je suis redescendue un petit peu quoi. En tout cas j'ai hâte de découvrir le deuxième et le troisième tome. Et voilà pour le point de lecture du mois de juillet. Il me semble que j'ai lu une dizaine de livres, donc je suis vraiment contente de continuer de dégommer ma pile à lire, d'avoir un rythme de lecture qui me correspond, soutenu pour certains, petit pour d'autres, mais qui me correspond totalement et ça c'est le principal. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez lus, à me donner vos avis, à me dire s'il y en a pour lesquels je vous ai intrigué, que vous avez envie de découvrir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!